Franz Kafka. Ce nom, il évoque tout de suite quelque chose, n'est-ce pas? Des cauchemars bureaucratiques, une sorte d'angoisse existentielle. On parle d'un des écrivains les plus influents du XXe siècle. Et pourtant, le plus grand mystère de Kafka, il n'est pas dans ses livres. Non, il est dans sa toute dernière volonté. Effacer la totalité de son œuvre de l'histoire. Juste avant de mourir, voilà ce qu'il écrit à son meilleur ami Max Brod. Imaginez un peu la scène. Un génie de la littérature qui, sur son lit de mort, ordonne la destruction complète de son héritage. C'est ce conflit, ce dilemme, qui a bien failli nous priver de chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui connus dans le monde entier. Voilà la question qui va nous guider. Pour comprendre cette demande absolument sidérante, il faut d'abord comprendre l'homme, cet homme tourmenté derrière les pages. Alors c'est parti, plongeons dans son histoire. Alors, qui était vraiment Franz Kafka ? Pour percer le mystère de sa dernière volonté, il faut absolument se pencher sur sa vie, une vie complètement tiraillée par une profonde dualité. Le jour, Kafka, c'était un fonctionnaire hyper consciencieux dans une compagnie d'assurance à Prague, un boulot qu'il appelait juste son gagne-pain. Mais la nuit, une véritable transformation s'opérait. Loin des dossiers et des bureaux, il s'enfermait pour écrire. Et là, il donnait vie à des mondes surréalistes, angoissants. C'est cette tension permanente entre sa vie publique et sa vie intérieure qui est vraiment la clé de tout son univers. Comme on le voit ici, sa vie a été brève et très ancrée à Prague. Né dans une famille juive de langue allemande, il a dû naviguer dans un monde plein de tensions culturelles. Ce qu'il faut noter, c'est que, de son vivant, très peu de ses œuvres ont été publiées, à part quelques nouvelles comme La Métamorphose. Et c'est finalement la tuberculose, diagnostiquée en 1917, qui a mis un point final bien trop tôt à une vie et à une œuvre qui étaient encore en pleine ébullition. Ces trois éléments, c'est un peu le carburant de toute son écriture. La figure du père, omniprésente, écrasante, elle se transforme dans ses livres en une espèce d'autorité inaccessible, complètement arbitraire. Ses relations amoureuses, compliquées, ses fiançailles rompues, tout ça, ça nourrit un sentiment d'aliénation, d'inadéquation. Et puis, sa maladie, la tuberculose, elle a sans doute renforcé son obsession pour le corps, sa fragilité, sa décadence. L'œuvre de Kafka est tellement unique, tellement singulière qu'elle a carrément donné naissance à son propre adjectif. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste quand on dit que quelque chose est kafkaïen ? En gros, le terme kafkaïen, il décrit une situation où on se sent complètement impuissant face à des forces bureaucratiques ou à des logiques absurdes, qu'on ne peut pas comprendre. C'est ce sentiment d'être piégé dans un système dont on ne connaît ni les règles, ni le but. Un sentiment que, finalement, beaucoup de gens peuvent reconnaître aujourd'hui. C'est sans doute son histoire la plus connue. Mais le point crucial ici, ce n'est pas tant la transformation elle-même. Non, ce qui est dingue, c'est la réaction de son entourage. La famille de Gregor Samsa est moins horrifiée par le fait qu'il soit devenu un insecte que par le fait qu'il ne puisse plus aller travailler et gagner de l'argent. C'est l'absurdité poussée à son paroxysme. Dans le procès, le personnage de Joseph K. incarne ce concept à la perfection. Il est pris dans les rouages d'une justice impénétrable. Il cherche désespérément à comprendre de quoi on l'accuse, mais plus il cherche, plus il s'enfonce dans un labyrinthe de culpabilité et de confusion. C'est la définition même du cauchemar bureaucratique. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est un détail essentiel. Pour Kafka, l'absurdité de ses histoires cachait une forme d'humour noir, très mordant. Il voyait l'ironie tragique de ces personnages qui luttaient contre des systèmes complètement insensés. Cette perspective, elle ajoute une vraie complexité à l'image qu'on a de lui, celle d'un écrivain uniquement sombre et dépressif. Bon, revenons à notre mystère de départ, cette fameuse demande de tout brûler. Ce qui s'est passé ensuite, c'est l'un des actes de désobéissance les plus importants de toute l'histoire de la littérature. Max Brod s'est retrouvé face à un dilemme moral terrible. Respecter la dernière volonté de son ami le plus cher ou alors trahir sa confiance pour offrir son génie au monde. Il a choisi la deuxième option. Plus tard, il a expliqué que Kafka savait très bien qu'il n'obéirait jamais. Il faut être clair, sans cette décision, le Kafka qu'on connaît aujourd'hui n'existerait tout simplement pas. Le point crucial, c'est que les œuvres les plus célèbres de Kafka, comme Le Procès ou Le Château, n'avaient jamais été publiées de son vivant. Ce sont des piliers de la littérature moderne et ce sont littéralement des rescapés des flammes. On a failli tout perdre. Un siècle après sa mort, pourquoi est-ce que son nom et ses histoires résonnent avec une telle force? Qu'est-ce qui rend son univers si terriblement pertinent encore aujourd'hui? En fait, Kafka a été une sorte de prophète de nos angoisses modernes. Il a décrit, bien avant tout le monde, ce sentiment d'être un simple numéro dans un système, la frustration face à des règlements absurdes ou l'angoisse de ne pas trouver sa place. C'est pour ça que son œuvre reste si vivante. Il a dessiné la carte du paysage émotionnel du monde contemporain. Finalement, peut-être que sa volonté de tout détruire venait de son extrême exigence envers l'écriture. Pour lui, la littérature, ce n'était pas un divertissement, c'était un outil violent et nécessaire pour briser nos certitudes, pour nous réveiller. En refusant de brûler ses manuscrits, Max Brod a permis à ses tâches de continuer à fendre la glace pour des générations et des générations de lecteurs.
Et c'est là tout le paradoxe de Kafka. L'homme qui voulait disparaître est devenu immortel.